Bienvenue dans l'événement du dimanche, ravi de vous retrouver. Notre invité ce dimanche pour cette première demi-heure, Sébastien Chenu, bonjour. Bonjour et bonne année. Bonne année à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vice-président du Rassemblement National et député du Nord, avec à mes côtés ce dimanche pour vous interroger Arlette Chabot, bonjour à vous. Bonjour. Et David Revaud-Lalonne, merci beaucoup d'être là, rédacteur en chef de la revue Hémicycle. Avec vous Sébastien Chenu, on reviendra évidemment sur cette semaine mouvementée politiquement. François Bayrou, sa méthode pour durer, peut-elle tenir qui voyez-vous? Mais d'abord, parlons de la situation internationale, d'un événement qui fera la une demain, l'investiture de Donald Trump. Cérémonie en grande pompe, un peu modifiée à cause notamment de la météo qui se rapproche de celle du Nord ces derniers temps. Cette venue de certains élus de votre parti vous met-elle un peu mal à l'aise? On a l'impression que c'est pas complètement assumé. Jordan Bardella parlait de Walt Disney. Il dit on a l'impression que d'aller là-bas, c'est se prendre en photo devant Donald Trump pendant son discours. Tout ça est un peu gaguesque. Voilà. Est-ce que vous êtes un peu mal à l'aise avec le sujet? Non, on n'est pas mal à l'aise avec le sujet. Bon, ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella ne seront présents, mais la déférence qu'on doit avoir vis-à-vis du président des États-Unis, comme de n'importe autre grande démocratie d'un pays ami, fait qu'il n'est pas anormal qu'il y ait une délégation qui puisse représenter les grands mouvements politiques, le premier parti politique de France. Ça, c'est la première chose. Maintenant, Donald Trump est un président qui va défendre les intérêts des États-Unis. Ne nous faisons aucune illusion. Donald Trump n'est pas là pour cajoler la France, l'Europe. Donald Trump va être un président aux exigences difficiles. Il faut s'attendre à devoir mener des combats contre Donald Trump. Il n'en demeure pas moins que les États-Unis restent une puissance amie, restent un partenaire aussi, mais c'est un partenaire avec lequel nous aurons maille à partir d'un point de vue économique. Et Donald Trump ne joue pas double jeu là-dessus. Il l'a dit, il défend les intérêts des Américains, mais parfois on a l'impression de s'en étonner un peu ici en France, parce que nous on n'est pas habitué à avoir un président qui défend l'intérêt des Français, mais Donald Trump il défend l'intérêt des Américains. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été élu. Vous le rappeliez, pas de Jordan Bardella, pas de Marine Le Pen demain, mais Louis Alliot pour le RN, Julien Sanchez et Alexandre Sabatou. Il y aura aussi Sarah Knafo, Éric Zemmour pour Reconquête, Marion Maréchal, David Revaud-Lalonne. Oui, il y a quand même un net changement d'ambiance par rapport à 2016. Je me souviens qu'à l'époque, Mme Le Pen avait tenté de rencontrer Donald Trump en vain en bas de la Trump Tower. Pourquoi ce changement d'ambiance? Parce qu'il y a certes une représentation, mais à moindre niveau. Oui, les choses ont beaucoup changé depuis, les choses ont beaucoup évolué. Donald Trump a été élu, puis a été battu, puis a été réélu. On sortait de l'ère Obama. Donc voilà, les relations avec les États-Unis, elle est en permanente évolution, c'est d'ailleurs bien normal, ça fait partie des relations internationales. Aujourd'hui, parce qu'on a vu Donald Trump aussi au pouvoir, c'est aussi ça la réalité. On a vu Donald Trump exercer le pouvoir avec ses défauts, avec ses forces, avec ses faiblesses, et on sait que c'est un interlocuteur difficile. Après, moi je me fais pas d'illusions. Ça aurait été Kamala Harris, elle était là pour défendre les intérêts des Français et des Européens. Mais Donald Trump, il est tellement patriote. Sa personnalité est tellement jusqu'au boutiste. Trop patriote, diriez-vous? On n'est jamais trop patriote dans la vie. Non, enfin ici on n'est pas habitué à être patriote. On a le président de la République qui n'est pas patriote, enfin, je veux dire qui pense davantage à l'Europe qu'à la France. Donc Donald Trump, il fait passer les intérêts des États-Unis avant toute chose. Donc c'est un partenaire difficile. Donc oui, on sera amené probablement à être en opposition avec la politique de Donald Trump. Mais c'est vrai que ce côté très patriote envoie un signal sympathique. Les gens qui défendent leur pays, qui le font avec beaucoup de conviction, sont évidemment plus sympathiques que les gens qui le font comme des mollusques ou qui ont honte de défendre les intérêts de ceux qui les ont élus. Donc de ce point de vue, le président américain peut être un modèle pour le Rassemblement national? Non. Vous savez, vous connaissez la phrase d'Aragon, ni un modèle ni une excuse. Donald Trump, parce que le problème, c'est que les Américains, c'est pas des Européens qui parlent français. Les Américains, ils ont leur système de valeurs. Les Américains, ils ont leur rapport à la liberté, à l'économie, à la religion, qui n'a rien à voir avec nous, nos grands équilibres. Vous savez combien le poids de la religion est important aux États-Unis. Nous, on est un État laïque. Vous savez combien le business, comme ils disent, est important et prime sur beaucoup de choix. Donc, ne transposons pas, ne cherchons pas à transposer. Les États-Unis, c'est pas la France. Voilà, c'est pas des Européens, c'est pas des Anglais, c'est pas des Américains qui parlent français, ce ne sont pas les mêmes que nous, ils ont un rapport aux choses qui est différent, donc Trump n'est pas un modèle.
C'est pas une excuse non plus. Je pense que c'est intéressant de le voir se battre pour défendre les intérêts américains. Et en plus, vous regardez les sondages, les enquêtes d'opinion, et vous regardez aujourd'hui le sondage que publie la Tribune, et on voit qu'il y a les 2 tiers des Français, 67%, qui se méfient, qui sont inquiets de voir Trump à la Maison-Blanche. Donc vous êtes prudent et vous suivez l'opinion française et vos électeurs. Non, c'est pas qu'on suit l'opinion française. On a vu Donald Trump. On sait ce dont il est capable. C'est-à-dire qu'il peut être aussi excessif. C'est le moins qu'on puisse dire. Sa méthode ou son comportement n'est pas exactement, moi par exemple, ce que j'aime chez un leader politique. C'est-à-dire la force, la puissance, l'autorité. Non, mais mais le côté excessif, c'est-à-dire le côté brutal, le côté char d'assaut sans marche arrière, et quand même sont quand même les symptômes d'un personnage difficile. Moi, c'est pas exactement ce que j'aime, mais encore une fois, c'est le choix des Américains. Trump a été élu parce qu'il a parlé aux Américains des problèmes qui les intéressaient. Il leur a parlé de leur pouvoir d'achat. On avait une candidate démocrate qui était particulièrement nulle. Ici, je sais que sur tous les plateaux, elle était montrée comme un exemple. Il y a beaucoup d'Américains qui m'ont dit, il se trouve que moi j'ai une partie de ma famille américaine qui vote à parité démocrate et républicain, et qui m'ont dit la candidate démocrate était d'une nullité absolue. On comprenait rien de ce qu'elle voulait faire pour le pays. Donc Trump avait pour lui une force de conviction, la capacité à parler des problèmes qui touchaient les Américains, et il emportait d'ailleurs avec lui beaucoup de minorités, des minorités ethniques. Puis aux États-Unis, les Américains d'origine mexicaine, d'origine asiatique, etc., ont voté massivement pour Trump, et il a fait des percées incroyables dans les fiefs démocrates. Ça veut dire quelque chose quand même. Et vous parlez de brutalité, par exemple, ce décret qui prévoit l'arrestation massive d'immigrés clandestins dès mardi 21 janvier. Vous, si vous arriviez au pouvoir, c'est un modèle sur lequel vous vous inspireriez, ou ce ne sont pas vos méthodes? Non mais madame, si vous voulez me faire dire que les clandestins n'ont rien à faire dans le pays, oui évidemment, je trouve ça normal. Enfin, tout le monde devrait se dire que quelqu'un qui n'a pas le droit, qui n'a pas respecté les règles qui lui permettent dans notre pays soit reconduit à la frontière, doit immédiatement être sanctionné. Je trouve ça normal. Trump le fait avec une certaine forme de provocation, évidemment. Mais enfin, moi je suis attaché à la loi, à ce qui fait la loi, à ce que le législateur produit. Demain, nous sommes attachés à faire évoluer la loi, mais aussi à sanctionner ceux qui sont sur notre pays de façon illégale, et sans faire de parallèle avec Donald Trump. Je trouve normal d'expulser, avec toutes les difficultés qu'on a à le faire, d'expulser des gens qui n'ont rien à faire chez nous. Ben, ça me semble être le strict bon sens. Provocation pour vous, c'est que ce soit des militaires, que ce soit la garde nationale, des hommes en uniforme, pour faire simple, qui fassent monter des migrants clandestins dans des bus. Non, parce que sur la méthode, c'est choquant. C'est une méthode qui est choquante pour vous, ou vous dites, c'est efficace finalement? Non, c'est pas choquant de faire respecter la loi de son pays. Non, je ne crois pas que ce soit choquant de faire respecter la loi de son pays. Donald Trump mettra les moyens qu'il juge utiles, mais vous savez, force doit rester à la loi. À partir du moment où la loi n'est pas respectée, c'est un aveu de faiblesse de ceux qui nous dirigent, mais ça crée aussi des situations insupportables que nous connaissons déjà ici en matière d'immigration. Force doit rester à la loi, et c'est peut-être parce qu'on n'est pas habitué, nous, à faire appliquer la loi ici en France, que certains beaux esprits vont s'émouvoir de ce que Donald Trump pourrait faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut être indigne. Moi, je pense qu'on peut faire appliquer la loi de façon digne, on peut reconduire les gens à la frontière. Des limites, c'est quoi? Mais bien sûr, mais c'est jamais agréable quand on applique la loi de façon ferme. Parfois, c'est pas très agréable. Je suis d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il faut garder de la dignité, mais appliquer la loi décidée par le législateur, c'est-à-dire par les Français, par les représentants des Français, me semble être nécessaire. C'est probablement parce qu'ici, on n'est pas habitué à appliquer la loi qu'on se bouche le nez en regardant ce que les autres peuvent faire dans le même domaine. Avant d'en venir à la situation politique française, une rapide question avec vous, David. Elon Musk sera demain présent, le patron de X. David, sur ce sujet. Une dizaine de députés de gauche ou de la Macronie ont déjà annoncé leur départ de la plateforme. Ce matin encore, l'ancien ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Est-ce que vous envisagez de faire le même chemin, ou comment vous vous positionnez par rapport à ces départs en série? Franchement... je ne veux pas être désobligeant avec M. Lescure, mais est-ce qu'il y a un Français, un Américain, un citoyen de la planète Terre que ça émeut de voir Roland Lescure quitter X?
Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, ils sont ridicules. Mais il n'est pas le seul. Oui, Madame Rousseau. Non, mais non, mais enfin, je veux dire, est-ce qu'ils se rendent compte de la nullité, de la bêtise? C'est des gens qui ont les yeux sur leur nombril. Mais c'est pas une discussion légitime à avoir. Ils pensent qu'Elon Musk va être très impressionné parce que Madame Rousseau tweetera plus ses âneries sur X. Ils pensent que le fait que Roland Lescure soit plus sur X, ça va changer la face du monde. Mais est-ce que c'est un débat que vous avez, vous, au Rassemblement national? Non, pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas du tout une question que... On a des députés qui sont sur X, beaucoup. Certains n'y sont pas, ça existe aussi. Chacun est libre. Mais d'ailleurs, les réseaux sociaux, vous pouvez bloquer les gens, vous pouvez détourner le regard, si ça vous plaît pas. Vous n'êtes pas obligé d'y être. Avant de parler de le quitter, vous n'êtes pas obligé de vous y inscrire. C'est parce que le RN l'utilise beaucoup que vous envisagez pas du tout. Tout le monde utilise X en réalité. Moi, je trouve, sincèrement, moi je ne suis pas. Enfin, je trouve que les réseaux sociaux ont une difficulté, c'est que l'anonymat permet de les transformer rapidement en espèce de vide ordure dans lesquels il y a absolument toutes les horreurs possibles et imaginables. La régulation des réseaux sociaux, ça c'est un vrai débat. C'est un vrai beau débat qui est devant nous. On arrive à le faire sur certains. Facebook est plutôt bien régulé d'ailleurs. Donc il y a des enjeux derrière, des enjeux de régulation. Mais l'idée de dire je m'en vais... venant d'éminentes personnalités politiques mondiales comme Roland Lescure, franchement, c'est grotesque. Comment vous regardez les prises de position d'Elon Musk en Europe? Alors, il y a une proximité avec Giorgia Meloni, il soutient l'AfD en Allemagne, il soutient Nigel Farage à nouveau au Royaume-Uni. Vous vous dites, ce serait sympa si on rencontrait Elon Musk. Est-ce que Marine Le Pen rêve de rencontrer Elon Musk? Ou est-ce que vous dites, on attend peut-être un petit coup de pouce d'Elon Musk? Non, on n'attend rien d'Elon Musk, non. Nous n'attendons rien d'Elon Musk. Nous sommes assez grands, nous n'avons pas à être pris en main par... Ça vous choque qu'il prenne position, qu'il intervienne d'une certaine manière? Rien ne me choque, il est libre. Il est libre, il a envie de soutenir et il peut soutenir qui il veut. Nous n'attendons pas Elon Musk. Ça serait un soutien encombrant? Comment? Ça serait un soutien encombrant? Si à un moment donné, à l'occasion de prochaines échéances... À la fois, on n'en a pas vraiment besoin, pour être très honnête. On travaille très bien sur Elon Musk. On n'a pas besoin d'une influence extérieure, c'est pas le genre de la maison. Maintenant, il a la folie du génie, Elon Musk. Évidemment, il a quelque chose de génial dans ce qu'il a réussi à faire. C'est un type hors du commun, extraordinaire, avec aussi une part de folie, de dinguerie, de vouloir s'arroger des pouvoirs qu'il n'a peut-être pas encore. Donc, personnage intéressant dans le sens où il nous intéresse, on en parle, mais moi j'ai pas du tout envie qu'il interfère dans la politique française. En tout cas, parce qu'on a vu qu'il s'était intéressé de près à la situation en Allemagne en soutenant l'AfD, il est proche de Giorgia Meloni, il a soutenu des nationalistes britanniques. S'il le faisait, quelle serait votre réaction? Vous accepteriez ce soutien ou vous le... Non, je vous dis, on n'a pas besoin de lui. Je ne peux pas vous dire autre chose. Nous n'avons pas besoin de lui. Moi, je ne suis jamais contre. Vous voyez, si un jour mon chemin croisait celui d'Elon Musk, ça m'intéresserait d'échanger avec quelqu'un comme ça. Il sera à Paris au mois de février, normalement. Il est totalement hors du commun. Donc ça m'intéresserait intellectuellement, pour le plaisir de l'ajout intellectuel, pour comprendre qui est ce personnage. Mais j'ai pas besoin. Une curiosité personnelle. Voilà. Mais nous n'avons pas besoin du tout d'être pris. Exactement. Nous n'avons pas du tout besoin d'être pris en main par Elon Musk. Et encore une fois, je vous le dis, c'est pas le genre de la maison. Sébastien Chenu, François Bayrou, le Premier ministre, a évité la censure jeudi dernier. Une autre forme d'intelligence. Autre forme d'intelligence, je vous laisse mettre de vos mots. Il a dit, depuis le début, à son arrivée à Matignon, dit de ne pas vouloir dépendre du Rassemblement national, à l'inverse sans doute de Michel Barnier. C'est plutôt réussi pour le moment. Non mais François Bayrou, d'abord dépend du Parti Socialiste, visiblement, vous savez, d'une dépendance à l'autre, il n'y a que quelques sièges dans l'hémicycle, nous a démontré quoi à travers son discours de politique générale, c'est le vide sidéral. D'abord, il n'y a pas de cap. François Bayrou ne trace pas un cap, ne nous dit pas comment il veut redresser le pays, c'est une sorte de bricolage, il cherche à gagner du temps jusqu'au budget. Ça tombe bien, les socialistes ont besoin de gagner du temps eux aussi, ils ont un congrès. Donc finalement, ils se sont retrouvés avec l'idée les socialistes devaient sortir plus ou moins de leur alliance avec LFI, Bayrou devait échapper à la censure, donc ils ont trouvé un espèce d'accommodement que Alain Juppé jugerait raisonnable selon ces termes, qui leur permet de gagner du temps, mais pas de résoudre les problèmes des Français. J'entends tout ça, et on entend tout ça, mais vous avez perdu de votre influence. Il y a quelques mois encore, vous disiez un simple tweet de Marine Le Pen suffit à infléchir la position du Premier ministre. Ce n'est plus le cas. Ça, c'est factuellement exact. Nous sommes exactement dans le même cas que
lorsque Michel Barnier a défendu sa politique, son discours de politique générale. Nous n'avions pas voté la censure. Vous nous avez dit exactement les mêmes choses. Mais alors, la censure ne passe pas, Michel Barnier continue. Mais nous ne votons jamais la censure après la déclaration de politique générale, parce que la déclaration de politique générale, ce sont des mots. On va entrer dans le débat budgétaire. On va voir si les socialistes ont réussi à faire bouger les lignes. On va voir si la réforme des retraites, que ce soit sur l'âge ou les annuités, a véritablement été... il y a vraiment une inflexion. Moi, je n'y crois pas du tout, pour des raisons assez objectives d'ailleurs. Mais ce que je crois, c'est qu'il aura du mal, François Bayrou, à faire sans le premier groupe de l'Assemblée nationale, qui est le Rassemblement national. David. Alors François Hollande, l'ancien président de la République, s'exprime ce matin dans la Tribune dimanche, et je vais le citer. Les socialistes ont refusé de faire du RN l'arbitre des prochains mois. C'est ce qui avait perdu le gouvernement Barnier. Et aussi, les socialistes constituent désormais le pôle central au sein de l'Assemblée. Ils ont la clé jusqu'en 2027. Mathématiquement, on l'a constaté jeudi, votre groupe, le vote de votre groupe, n'est plus aussi décisif, bien sûr, pour accepter ou non un gouvernement. François Hollande a raison sur une chose, les socialistes ont sauvé la tête de François Bayrou. Donc les socialistes, et si demain ils votent le budget, c'est un acte fort de voter le budget, puisqu'on sait très bien que ce qui sépare la majorité de l'opposition, c'est le vote du budget. Donc si les socialistes votent le budget, ils rejoignent donc la Macronie, ce qui a intellectuellement... C'est peut-être pas tant ça qui se joue, pas voter le budget, peut-être de ne pas voter la censure, la motion de censure qui suivra, c'est pas la même chose. On verra, mais oui, alors ne pas voter le budget sans voter la censure, alors là c'est un exercice totalement irrationnel. Vous refusez de voter le budget, mais vous ne votez pas la censure, ça ne correspond plus à rien. Donc, enfin les socialistes sont pas à ça près. Mais sur le rôle de votre groupe, le poids politique de votre groupe... Mais là aujourd'hui, parce qu'on n'a pas censuré, et parce que les socialistes ont manqué, parce que si nous avions censuré, si nous avions voté la censure sans les socialistes, c'était un exercice stérile, puisque les socialistes ont choisi de sauver François Bayrou, comme d'ailleurs les Républicains ont sauvé la tête des gouvernements macronistes depuis qu'ils sont élus. En fait, tout ça participe d'une chose, c'est la constitution d'un bloc central dans lequel les socialistes vont finir par trouver leur place. C'est comme ça que les choses sont en train de s'organiser. Et puis, il restera à l'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon et les Verts, et puis il restera une opposition républicaine, populaire, incarnée par Marine Le Pen, qui a déjà agrégé une partie des Républicains. On continue en fait à recomposer le paysage politique. Oui, mais ils ont obtenu quand même un certain nombre de victoires, les socialistes, quand même. On voit bien la lettre de François Bayrou. Bah oui, c'était même des choses que vous aviez demandé. Les 4 000 enseignants, par exemple. Des jours de carence. Les jours de carence pour les fonctionnaires. Alors, il y a plusieurs sujets. Non, mais même si on ne prend pas tout, il y a une espèce de chemin qui commence effectivement à être dessiné. Si ça continue, vous êtes marginalisé, même si vous êtes le premier groupe de l'Assemblée. Ils feront sans vous. Là, on est sur plusieurs choses. Les 4 000 fonctionnaires de l'éducation nationale n'étaient pas, nous, dans nos lignes rouges, parce qu'on pense qu'effectivement, et on pourra en parler vis-à-vis des déclarations d'Elisabeth Borne, le grand chantier... Ils sont contents, donc ça marche. Oui, non, mais c'est vrai qu'ils se sont fait acheter, en fait, en réalité. Mais en revanche, sur les jours de carence, moi, je pense exactement l'inverse. Nous, on n'était pas fermés à ça, à condition que, j'allais dire, l'égalisation entre privé et public sur les jours de carence, ce soit du pouvoir d'achat supplémentaire, notamment pour payer les heures supplémentaires, des fonctionnaires dans les hôpitaux, dans les forces de l'ordre. Donc, au contraire, nous, on n'était pas fermés à ça. Donc, là encore, c'est un recul de François Bayrou, mais qui va être compensé par quoi? Par le maintien de l'abaissement de l'indemnisation des arrêts maladie. Donc, d'un côté, ce que les socialistes disent avoir gagné, ils vont le perdre parce qu'on va moins bien indemniser les jours d'arrêt maladie. Donc ça, il faudra 10% aussi... de moins. Ouais, il faudra qu'il l'explique. Il faudra qu'il l'explique qu'ils ont lâché là-dessus. Donc vous voyez, moi je pense qu'en fait, ils ont gagné du temps. C'est ça ce qui est fondamental. Sur la réforme des retraites, puisque ça a été quand même un peu l'équation initiale de ce débat, est-ce que vous croyez sincèrement qu'en 3 mois, on revisite une réforme des retraites aussi importante, et notamment est-ce qu'on fait bouger l'âge et le nombre d'annuités en 3 mois en réunissant les partenaires sociaux? Vous n'y croyez pas une seule seconde? Mais non, parce qu'en fait, les partenaires sociaux n'ont pas le même objectif. Mais surtout, moi je crois qu'ils peuvent atterrir à la fin sur quoi? Sur quelques mesures sur la pénibilité difficiles à mettre en œuvre. À chaque fois, on revient là-dessus. Mais moi je pense qu'une réforme des retraites, ça se lie, ça se travaille et ça se réorganise à la lumière de quoi? D'une politique de l'industrie, d'une politique de la natalité, d'une politique de l'emploi des jeunes, d'une politique de l'emploi des seniors. C'est tous ces leviers-là qu'il faut faire bouger en réalité. François Bayrou, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Peut-être d'essayer d'entrer
entrer aussi sur la voie de la capitalisation, de la retraite par capitalisation. Non seulement je trouve ça dangereux, c'est une rupture avec le pacte social, on va avoir des retraites, si c'était ça, sur la capitalisation qui... Pour les Français les plus aisés, les revenus les plus hauts. Oui, mais et puis même, vous savez que les grands groupes peuvent mieux valoriser ces retraites par capitalisation que les petites PME. Donc ça, et puis, si on faisait entrer juste de la capitalisation en même temps que les retraites, que le système actuel de retraite, eh bien on aurait deux types. Là aussi, on aurait quelque chose qui ne serait pas égal, c'est-à-dire qu'il y aurait une génération qui quelque part cotiserait deux fois le système actuel plus la capitalisation. Donc moi je pense que François Bayrou n'est pas décidé à ouvrir le grand chantier des retraites, que la gauche est très mal à l'aise avec cela et que donc c'est un gain de temps, mais pas un gain d'argent pour les Français. La conférence sociale, c'est une mauvaise idée pour vous de mettre tous les partenaires sociaux autour de la table? Par principe, vous êtes contre? Vous dites de toute façon... Non. Moi, je ne suis par principe aucune idée qui permette aux gens de dialoguer entre eux. Et ensuite, s'il y a une loi qui reprend un certain nombre d'accords... Mais c'est ce que je viens de vous dire. Vous la voterez ou vous dites a priori, nous on ne vote pas parce que c'est tout pour rien? Déjà, attendons de voir ce qu'il y a. Je ne vais pas me prononcer sur une... Non, mais sur le principe, il y a une pas suffisant. Sur le principe, nous, tout ce qui va dans le sens du pouvoir d'achat des Français, on le regarde avec attention. Mais je viens de vous dire, moi je crains que ça n'aboutisse à la fin sur des mesures assez inapplicables. Souvent, c'est sur la pénibilité. Et je pense que ça, c'est évidemment extrêmement faible par rapport à l'acte politique qu'ont posé les socialistes, c'est-à-dire soutenir Emmanuel Macron et son gouvernement. Et Sébastien Chenu, on vous a écouté très attentivement lors de l'examen de cette motion de censure. Vous étiez à la tribune, vous avez eu des mots extrêmement durs à l'égard du Premier ministre. C'était violent. En tout cas, vous... Alors c'est quoi? C'est que de la posture? Non, mais je ne suis pas violent. Mais... sur d'abord pourquoi ça n'a pas débouché au vote d'une motion de censure, très clairement, vu la violence du propos. Et par ailleurs, revient cette encore petite musique d'une présidentielle anticipée, David. Oui, on sait que plusieurs acteurs de la vie politique, notamment Jean-Luc Mélenchon, mais aussi plus dans le centre de l'échiquier, on l'a vu avant les vacances, je pense à des personnalités telles que Jean-François Copé ou autres. Quelle est exactement la position du RN par rapport à ce scénario d'une présidentielle qui arriverait dans quelques mois? D'accord. Alors sur le discours, moi j'ai acté le fait que c'était le vide. Et comme j'ai dit à François Bayrou, on ne censure pas le vide, on ne censure pas le blabla, on ne censure pas l'absence de cap, on ne censure pas le bricolage, on censure des actes. Et je lui ai dit, rendez-vous sur les actes que vous allez poser. Et là, nous serons capables de voter pour ou contre, ou de censurer et de censurer. Rendez-vous en février, donc. Absolument, ça c'était sur le budget. Sur une présidentielle anticipée, nous avons toujours dit, parce que nous avons à la fois du respect pour la fonction du chef de l'État et aussi pour nos institutions, que lorsque la machine se bloquait, si elle venait à se bloquer, c'est au chef de l'État d'en tirer lui-même les conséquences. Les chefs de l'État dans notre pays l'ont déjà fait. Le général de Gaulle l'a déjà fait après un référendum. Donc, si la machine se bloque, si on n'arrive plus à faire un budget, si un gouvernement est censuré, si on n'arrive plus à nommer un Premier ministre dans notre pays, la machine se bloque, c'est au président de la République d'en tirer les conséquences, et je le crois, de se retirer dans ces cas-là. Mais il n'y a que lui qui peut le décider. Les tours de passe-passe, les sauts en avant et en arrière, les bonds d'Emmanuel Macron dans tous les sens, les discours dans tous les sens. Vous avez déjà envoyé des formulaires de parrainage, comme les Insoumis l'ont fait à certains élus? Non, nous n'avons pas envoyé de formulaire de parrainage, mais on s'intéresse à l'idée qu'une présidentielle anticipée puisse avoir lieu. Ça fait partie aussi des choses possibles. Emmanuel Macron n'a pas envie, et l'a dit. Moi, je crois sincèrement à ce qu'il dit. Je crois qu'il n'a pas du tout envie de démissionner. Mais à un moment, c'est pas l'envie, c'est que la situation vous amène à devoir tirer des conséquences différentes du moment pendant lequel vous vous exprimez. Et très rapidement, avant une présidentielle anticipée, il pourrait y avoir des législatives anticipées, une nouvelle dissolution. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez fait le travail de nettoyage des listes, puisque Jordan Bardella va parler de certaines brebis galeuses qui vous avaient coûté cher dans votre... Oui, nous sommes actuellement quasiment... tous les jours, en tout cas plusieurs jours par semaine, en train de travailler dans des commissions nationales d'investiture, à auditionner des candidats, à les rencontrer, à regarder leur capacité à devenir parlementaires demain, avec évidemment comme boussole la volonté de respecter notre programme. Évidemment, parce qu'on est élu sur des idées. Je sais que ça paraît toujours bizarre qu'on défende des idées. Enfin, nous, on défend des idées. Et puis d'avoir des personnes qui, à l'image des Français, on ne veut pas avoir qu'une bande de technos non plus, sont capables de devenir demain députés. Et bien, on est en train de faire ce travail. Comme Emmanuel Macron en 2017, vive la société civile aussi. Donc... Pas la société civile, des Français qui défendent des idées. C'était des Français qui défendaient des intérêts souvent avec Emmanuel Macron. Sébastien Chenu, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce dimanche. Restez dans l'événement du dimanche dans quelques instants. C'est le ministre de la fonction publique qui est notre
notre invité, Laurent Marcangeli. À tout de suite.